des députés crédite le parti Union progressiste le renouveau de 60 sièges et 49 pour le bloc républicain. Diront certains, la loi est dure, mais c'est la loi. On en parle ce soir dans l'info continue avec Delphine Gagana. Delphine Gagana, bonsoir. Oui, une loi, quand c'est voté, quelles que soient ses difficultés, vous assumez. Et puis après, vous l'implémentez. Et puis vous tirez les conséquences, histoire de dire est-ce qu'il faut la maintenir, est-ce qu'il faut la corriger ou est-ce qu'il faut faire autre chose. Parce que oui, tout le monde savait. Ailleurs, donc ce n'est pas ici qu'on va. Pour nos enfants, aux différents examens, il y a des notes éliminatoires. Les autres matières, mais vous échouez. Obligatoirement dit 12, si vous n'avez pas 12, c'est que vous échouez. Donc si l'enfant travaille même. Et au même moment, il y a des épreuves facultatives, histoire de permettre à certains élèves qui vont dire, bon, ok, je ne sais pas si j'aurai la moyenne dans toutes les matières, alors je préfère faire l'épreuve facultative, histoire de me garantir Ils sont connus par ceux qui veulent participer. Et aller, ça veut dire que les gens ont fait un assumé. Oui, on a eu les résultats et qu'à la date d'aujourd'hui, on se rend compte de ce que, oui, c'est seulement 2 partis politiques qui ont pu tirer leur épingle du jeu. Les autres feront, bon, ils feront et puis décider Oui, de ce deux qu'il faut. partis, mais seulement deux partis de la mouvance. Ça vous dit quelque chose? 2 parties de la mouvance ne constituaient pas des Béninois et comme je le dis, ce sont des règles qui ont été établies depuis longtemps et quand vous voulez mesurer vos capacités et pouvoir, est-ce que il faut, il ne faut pas. Donc, ce serait pas la fin du résultat qu'on va dire, mais pourquoi seulement les 2? Non, parce que quand on voulait aller aux élections, les gens savaient ça. Donc, c'est libre choix que les gens ont décidé d'y aller. Donc, le bilan est là. C'est sûr que celui qui... Parce qu'on dit qu'un aveugle dit je veux te lapider, c'est qu'il a pied sur caillou. Oui. Ceux qui sont allés sans prendre d'autres mesures, savent ce pourquoi ils l'ont fait. Et au cours du débat, on verra est-ce qu'ils ont tort ou ils n'ont pas tort. D'accord. Alors, on en vient maintenant à la force de frappe, si je peux me permettre, des différents partis politiques. C'est vrai, à ces différentes élections, après la naissance du parti Union progressiste, le renouveau, en tout cas Union progressiste, plus tard Union progressiste, le renouveau, ce parti a toujours travaillé à venir en tête et on sent que pour ces élections législatives, il a vraiment travaillé à se maintenir avec un score revu légèrement à la hausse. Quelle lecture vous faites, je dirais, de cet engagement ou de cette position aujourd'hui du parti Union progressiste le renouveau? Oui, vous avez bien fait de le dire. En 2023, aucun des partis politiques n'avait franchi le niveau d'1 million. Ils étaient tous un peu en deçà de 1 million, mais pour cette fois-ci, on a vu l'UP le renouveau qui allait à 1 million un peu fort et que le BR l'a suivi, même si les autres n'ont pas pu corriger leur score. On a compris quand même qu'il y a un parti qui a eu beaucoup plus de difficultés compte tenu des guéguerres au sein du parti, les démissions et tout. Donc c'était prévisible qu'on ait un tel résultat parce que parti de 700 ou 700 000 ou bien 500 000 à 300 ou à 400 000, oui, il y a une régression et c'était prévisible parce que
quand on regarde toutes les démissions et autres, on va se dire oui, est-ce que le parti peut faire un score mais mieux que ça? Non, donc du coup, rien de surprenant dans ce qui s'est passé. D'accord. Alors, il y a eu les autres partis, les partis comme FCBE, les partis comme Moël Bénin. Moël Bénin a essayé à plusieurs reprises d'aller à ces élections. Cette fois-ci, je dirais, il a fait ce qu'il a pu. Est-ce que là encore, il ne faudrait pas tirer les leçons? Il faudra tirer des leçons parce que Moël, ce n'est pas pour la première fois. Peut-être que Moël se dit il faut aller pour voir. Puisque quand vous voulez aller autour d'une table de négociation, on regarde ce que vous apportez. Donc Moël Bénin cherchait à vérifier sa force, c'est-à-dire sa capacité sur le terrain. Mais je pense que maintenant, vu que Moël Bénin, on avait dit ici, a fait une campagne un peu différente des autres, on l'avait vu autrement, mais qu'on a vu le résultat, on va se dire, mais est-ce que le peuple a son choix et qu'il trouve que les anciens amours se trouvent être mieux que les nouveaux? Parce que parmi les partis politiques, seul Moël Bénin se trouve être un parti un peu isolé, détaché. Peut-être que ça aussi, c'est stratégique. Si son score ne s'est pas amélioré considérablement, bon, je pense qu'il doit pouvoir tirer le son et se dire il ne faut pas que les rats commencent par sauter d'abord du navire avant que je ne... D'accord. Alors, il y a Paul Arnaud de Guénon qui est parvenu à franchir, à briser toutes les barrières en termes de circulation pour nous rejoindre. Paul Arnaud de Guénon, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Bienvenue. Il y a les résultats qui sont tombés en ce qui concerne les élections législatives du 11 janvier dernier. Premièrement, quelle est votre réaction? Quelle lecture vous en faites? Aucune surprise. C'est ça. Aucune surprise. Vraiment, dommage à ceux-là qui pensaient que LD allait faire quelque chose. Mais bon, franchement, pour moi, il n'y a vraiment aucune surprise. Mon cher ami de l'autre côté aussi, vous avez parlé de Moël Bénin également. Bon, franchement, malheureusement, ça n'a pas donné vraiment grande chose avec 1%. Donc, franchement, il n'y a pas eu de surprise, moi, à mon niveau. Ah, vous n'êtes pas surpris? On parle quand même d'un parti qui se réclame parti du peuple, le parti Les Démocrates, qui pendant longtemps s'est réclamé parti du peuple. En tout cas, on a entendu cela plusieurs fois. C'est le parti donc de Boni Yayi, et qu'à l'arrivée, on ne puisse pas franchir le seuil des 20% pour prétendre au partage des sièges à l'Assemblée. Ça ne vous dit rien? Vous n'êtes toujours pas surpris? Non, bon, vous rappelez ici que moi, je leur avais même demandé pour que je ne sais pas ce qu'ils sont allés chercher à vouloir forcément aller aux législatives, mais non, les choses ne se passent pas comme ça. De toute façon, c'est un parti qui a été vraiment fragilisé en interne déjà, en interne. Donc, non, il ne fallait pas s'y attendre, il ne fallait pas attendre grand chose. Et je pense même que la plupart de ceux-là même qui ne sont pas allés voter, beaucoup, si vous sondez, vous allez peut-être voir que beaucoup sont probablement des militants LD qui sont pas allés voter. Non, donc les carottes étaient cuits bien longtemps. Donc, bon, pour moi, il n'y a pas eu grande surprise. Oui, vous n'êtes pas étonné, je dirais, de l'absence du parti Les Démocrates, n'est-ce pas, à l'Assemblée, parce que bientôt, on va installer les députés à l'Assemblée nationale, mais on n'aura pas le parti Les Démocrates. Ça ne vous dit rien, ce parti qui, pendant longtemps, se réclame comme parti du peuple? Oui, c'est pour ça, ça m'étonne que mon binôme dit que les militants démocrates n'iront pas voter. Et si des militants n'iront pas voter, ne seraient peut-être pas. Oui. Et si on va même sur ce terrain, ça veut dire que les militants boudent le parti politique, n'est pas d'accord avec le parti politique. Mais s'il dit peut-être des sympathisants, il va peut-être dire bon, c'est autre chose. Mais si vous êtes militant, c'est que vous accompagnez votre force, votre parti politique. Mais si on suit sa logique, on va se dire mais qu'est-ce qui s'est passé pour que les militants arrivent à bouder ce parti politique? Si quand on finit de dire ça, oui, on dit un parti politique de l'opposition qui ne se trouverait pas à l'Assemblée nationale. Oui, l'Assemblée nationale, oui, est-ce que c'est obligatoirement qu'on devrait avoir un parti politique de l'opposition avant de faire fonctionner? Parce que si nous faisons le point de la présence de partis politiques de l'opposition à l'Assemblée, peut-être pour les 3 ans passés, qu'est-ce que ça a apporté, qu'est-ce que ça n'a pas apporté? Mais ce n'est pas là, moi, mon souci, parce que en termes de loi, qu'est-ce que les démocrates ont perdu? Non, parce que si nous regardons la loi sur le statut de l'opposition, l'article 7, le dernier alinéa, dit qu'elle est considérée
peut être considéré comme chef de file de l'opposition, Oui. le parti politique qui a obtenu au moins 10% sur le plan national, c'est-à-dire qu'il soit représenté à l'Assemblée nationale Oui, ou pas, non. ou non. Déjà, le fait d'avoir 10% sur le plan national fait que vous êtes chef de file de l'opposition. Mais être chef de file de l'opposition donne droit à des avantages. Et ces avantages amènent les démocrates à toujours avoir voix au chapitre, à toujours revendiquer, à toujours passer. Seriez-vous en train de dire que bon, ils peuvent se contenter, je dirais, de ce titre de chef de file de l'opposition, même s'ils n'ont pas de député à l'Assemblée nationale? Oui, parce que le chef de file de l'opposition a même dit que le chef de l'État peut peut-être les consulter, peut peut-être les missionner. Oui, sur le sujet qui engage ça veut dire qu'ils ont encore de voix au chapitre. D'accord. Alors, au-delà des clivages dont vous parlez, clivages internes et autres, qu'est-ce qui n'a pas marché concrètement pour le parti LD, qui pourtant était non seulement fier, mais très rassuré de remporter ces élections? On a bien entendu pendant la campagne et un peu avant cette campagne, LD qui craignait, n'est-ce pas, la monocoloration de l'Assemblée nationale, monocoloration liée au fait qu'ils étaient sûrs d'être les seuls partis à remporter ces élections en 2026, pour ne pas dire le 11 janvier dernier. Bon, alors je ne voudrais pas passer ici comme l'avocat du parti ou autre, mais non, on veut votre point de vue en tant qu'analyste. Non, c'est ça. Il y a eu beaucoup de choses. Et je crois qu'on en avait dit également en amont. Vous vous rappelez que déjà, le parti s'était même plaint qu'ils n'ont pas eu leurs frais de campagne et donc, du coup, ils n'ont pas pu véritablement faire leur campagne. On a vu déjà beaucoup de frictions au sein du parti. On a vu que pratiquement même à la dernière minute, il y a même déjà un de leurs candidats qui est toujours en prison actuellement, enfin, dans une affaire d'apologie de coup d'État. Donc, le parti a eu beaucoup de problèmes déjà en interne. Dans sa gorge, hein? Exactement, beaucoup de problèmes en interne et également beaucoup de frictions politiques, parce que n'oublions pas que bon, il y a quand même dans les déboires qui sont pour le parti aujourd'hui, il y a forcément d'autres qui s'en réjouissent. Donc c'est beaucoup de problèmes. Déjà, le fait qu'il soit pas allé au municipal, c'est un vrai coup. Le fait qu'il soit pas allé à la présidentielle également, c'est un vrai coup. Donc la conjugaison en fait de tout ça rend le parti ce qu'il est aujourd'hui. Moi, je dois même les féliciter qu'ils s'en sortent avec 16%, parce que moi, je les voyais avec moins de 10%. Je les vois avec moins de 10% parce que, vous voyez, déjà, quand vous voyez le problème de participation, le problème de taux de participation, c'est un problème. Vous voyez. Donc, pour un parti qui n'a pas véritablement eu les moyens, selon ce qu'ils disent, de faire une vraie campagne, avec le problème de taux de participation, c'est clair que ils ne peuvent, ça ne peut être qu'un frein pour eux. Le taux de participation, on impute ça à qui? À la mouvance, à l'opposition, aux concitoyens eux-mêmes, ceux des intérêts là, des populations. Comment on explique ça? On impute ça plutôt à qui exactement, Delphin Gavara? Le taux de participation, je crois, on l'avait dit ici. C'était un grand défi, mais on se dit à l'arrivée, mais est-ce qu'on a pu relever ce défi? Non, on n'a pas pu relever ce défi et c'est une responsabilité partagée. Ça, c'est une responsabilité de tous. Il faut d'abord commencer par dire que notre liste électorale, notre liste électorale aujourd'hui n'est pas comme avant où c'est seulement ceux qui ont envie d'aller se faire inscrire qui vont s'inscrire. Aujourd'hui, on tire tous ceux qui ont l'âge de voter. Que vous soyez sur le territoire national ou que vous ne soyez pas sur le territoire national. Que vous soyez en prison ou que vous ne soyez pas en prison. Que vous soyez à l'hôpital ou pas. C'est qu'on tire ceux-là. Même les vieillards qui ne peuvent plus se déplacer, mais qui sont à la maison, mais qui ne sont pas encore déclarés morts, sont sur cette liste. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Ça veut dire qu'il faut diminuer, et non seulement ça, si on finit de dire ça. Il faut reconnaître que les partis politiques peut-être n'ont pas fait leur jeu, ou que les Béninois, la majorité des Béninois continuent encore de bouder la chose politique. On va pas notamment les scrutins. Oui, les scrutins. On ne va pas l'imputer à un parti pour dire c'est parce que ce parti se fait appeler le parti du peuple que non. Puisque, Non, je voulais dire que non, dans tous les cas, lorsque les populations ne vont pas voter, ou bien lorsque les populations boudent un scrutin, ce n'est jamais pour
pour dire qu'on soutient le parti de l'opposition. Non, on boude toujours le parti au pouvoir. On boude le régime. Donc, c'est clair que ceux qui ont décidé de ne pas aller voter ou ne se sont pas sentis concernés par le scrutin, c'est pour envoyer un message, non pas forcément à l'opposition, mais généralement, c'est vis-à-vis du régime en place. Oui, mais on se dit que les mécontents, mais la question que je vais vous faire, c'est qu'on se dit que les mécontents du régime actuel devraient être facilement récupérés par l'opposition. On devrait se dire la sanction, allons soutenir les adversaires. Oui, c'est ce qui devrait être en place pour pouvoir renverser la vapeur. C'est ce qui devrait être. C'est ce qui devrait être. Mais n'oubliez pas que je vous ai dit la dernière fois aussi que moi-même, que ma grande soeur, vous vous rappelez sur ce même plateau, je disais que même ma grande soeur disait même qu'elle n'était même pas au courant. Très surprise de ce qui aurait une élection dimanche. Vous voyez? Non, donc il faut dire que là, c'est votre faute. Hein. C'est possible. Non, donc je pense qu'il faut qu'on analyse vraiment les choses de façon non partisane, vous voyez, de façon plus objective et comprendre. Mais je continue toujours de dire que pour moi, je ne suis pas très surpris par le résultat des LD. C'est quelque chose qui était quand même assez probable, qu'on pouvait anticiper, qu'on pouvait voir. Qu'est-ce qui, selon vous, n'a pas marché au niveau des LD, à part leur dissension dont on a longuement parlé? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour ce parti-là? C'est pour ça que je disais qu'on ne va pas imputer l'autonosabilité au LD pour dire que non. Parce que n'oublions pas que les grognes ne sont pas le plus souvent transformés en suffrage quand il s'agit des élections de proximité. Non, parce que si c'est pour une élection présidentielle, ça c'est autre chose. Mais une élection de proximité, c'est qui je connais, c'est qui je vois, c'est avec qui je suis. Parce que ce sont des élections qui se font certes sur le plan national, mais qui se font d'une façon sectorielle parce que là, ce n'est pas que je vote. Celui à qui je vote, c'est celui que je connais dans ma circonscription électorale, dans ma commune, etc. Donc, du coup, il faut d'abord tenir compte de ce paramètre. Et quand on regarde tout ce que les LD avaient vécu, on va se dire, oui, mais avec tout ça, ils ne pouvaient pas y avoir autre chose. Et comme il a dit, oui, ils ont même déjà un score vraiment acceptable. Parce que, regardez, même les ténors, il y a même certains ténors qui avaient décidé de ne pas participer aux élections. Mais tout ça, là, ça joue. Parce qu'il y avait des gens qui votaient simplement pour LD, parce que Éric Rounoté s'y trouvait. Mais il y a des gens qui connaissent du LD parce que M. Achadé se trouve être candidat. Mais du moment où lui n'est plus candidat, il y a des gens qui se disent, bon, ce n'est plus mon parti. Voilà. D'accord. Voilà, donc du coup, il y a tout ça qui constitue des points en moins pour les démocrates. Mais toujours est-il que les démocrates existent. Et puis, même leur récrimination, parce que je ne sais pas si la Sénat, on va continuer à renouveler, à faire les 7 ans de Sénat. Je ne sais pas si on va faire les 7 ans, sinon la prochaine Sénat, les démocrates auront leurs représentants. Parce que pour la composition, ça a été bien dit, c'est le chef de file de l'opposition qui désigne un représentant. Donc, qu'il soit à l'Assemblée ou pas, ils vont désigner leur représentant au sein de la Sénat. En espérant que très rapidement aussi, parce que vous voyez que pendant longtemps, jusque-là, on ne sait pas vraiment qui est chef de file de l'opposition. Vous savez qu'il y a eu toujours la loi, le décret qui n'a toujours pas été pris. Donc, en espérant vraiment que cela soit vraiment décret. Il y a effectivement ce que Paul Arnaud-Deguenon dit, il ne manque pas de pertinence. Il y a la signature du décret, il y a ce que dit la loi directement. Le parti de l'opposition arrivé en tête aux dernières élections communales et législatives, n'est-ce pas, est d'office, son président est d'office chef de file de l'opposition. Et je crois qu'il y a un autre alinéa qui complète que même s'ils ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale, s'ils traversent déjà le seuil des 10%, n'est-ce pas, ça doit marcher. Allez, on reviendra pour voir l'évolution de l'actualité sur ce détail. Mais je me dis, à part ces dissensions à l'interne et autres, le parti, les démocrates, étaient présentés plus ou moins comme un parti victime de la réforme du système partisan, un parti plus ou moins taquiné par le régime en place, difficile ou impossible de passer en ce qui concerne les élections communales, difficile d'avoir leur candidat pour la présidentielle. Bref, c'était un parti présenté comme blessé et autres, et que tout cela devrait venir, je dirais, comme un atout pour lui, pour ces élections législatives, parce qu'on se dit, bon, c'était la seule élection qui leur restait,
c'est une chance, faisons ce qu'il faut pour leur permettre de passer. Mais pourtant, dans les urnes, on n'a pas eu ça. Comment ça s'explique? Oui, et je pense que Delphine l'a dit tout à l'heure. Ouais, c'est une leçon de proximité. Oui. C'est une leçon de proximité. Et la première des choses, d'abord, avant tout, c'est qui je connais. C'est qui je connais, avec qui je suis. Oui. Ouais, donc ça dit que dans les candidats LD, on ne les connaît pas dans les circonscriptions électorales où ils ont présenté les candidats. C'est pas ça. Et si vous avez eu vent, vous avez eu vent de la campagne de l'UPR, surtout dans le Zou, vous allez comprendre. Vous allez prendre toute la forme, toute la quintessence de la chose, parce que de ce que j'ai eu, de ce que j'ai eu dire, l'UPR a fait une grande campagne de proximité, une vraie campagne de proximité. Dans le Zou. Bon, peut-être parce que cette fois-ci, le président du parti UP a été positionné dans cette zone. Est-ce que ça ne peut pas porter un cachet particulier pour le parti? Oui, j'ai dit avec tous les moyens y afférents. Suivez mon regard. Ah bon? Oui, suivez mon regard. Vous voyez? Donc, qu'on le veuille ou non, le premier critère, c'est d'abord un critère de proximité. Et qui dit proximité, dit beaucoup de moyens. Dit beaucoup de moyens. Et on reviendra toujours, je vais dire toujours la même chose, on va dire, je ne fais pas l'avocat de parti, mais ils vont dire qu'ils n'ont pas eu les moyens. D'accord. À tort ou à raison, ils diront qu'ils n'ont pas eu les moyens. Et donc, quand vous comparez la campagne... Mais qui finalement a eu de moyens? Parce que oui, les moyens dont on parle, tous les partis ne l'ont pas. Non, mais moi, j'ai posé cette question-là, même pas que moi, à certains membres donc, du parti. Et ils ont dit, non mais attendez, vous ne pouvez pas les comparer, eux, partis de l'opposition, avec le parti qui est au pouvoir. Parce que dans ces partis, il y a les moyens de ministres, il y a les moyens du pouvoir, donc il y a beaucoup de ministres, il y a beaucoup de cadres, il y a les moyens de pouvoir. Et même vous prenez même un simple ministre parfois qui voyage et qui voyage avec ses véhicules de fonction. Donc, alors comment on peut partir on peut déjà partir du fait que il y a une certaine supériorité plus ou moins financière du côté du pouvoir, n'est-ce pas? Et pourtant brandir, exposer ses muscles, sa poitrine et dire je veux combattre des gens comme ça. Oui, et c'est pour ça, si vous questionnez la charte des partis politiques, je pense que c'est l'article 4 ou l'article 7 de la charte des partis politiques a bien défini les possibilités de moyens ou c'est-à-dire les types de moyens que chaque parti devrait avoir. Et vous savez, peut-être que nous ne sommes pas encore à ce niveau. Ailleurs, ce sont les militants qui cotisent pour financer même les campagnes, pour financer le fonctionnement des partis politiques. Et un parti politique qui se crée n'attend pas impérativement, ne devrait pas attendre impérativement le financement public, parce que le financement public a été conditionné, mais c'est toujours conditionné à ce que vous participez d'abord à une élection et que vous arrivez à lever du siège avant, puisque on ne finance pas seulement. C'est quand vous avez des élus, soit communaux, municipaux ou des élus parlementaires. Au prolata de ces donc, du coup, vous créez votre parti politique. Je n'ai pas en comptant sur le financement public. Il faut se battre et arriver. Donc, du coup, dire qu'on n'a pas eu de moyens, est-ce que les moyens, est-ce que la fin des partis... On trouve que les partis de la je ne suis pas d'accord avec cette argumentation-là. Non, d'accord, parce que... Qu'il me laisse finir, puisque je ne coupe pas, donc qu'il ne me coupe pas. Donc, qu'il ne me diraille pas. Vous n'allez pas intervenir dans votre circonscription électorale. Voilà. Donc, du coup, oui, cet argument, oui, on peut prendre, mais le plus grand, c'est quand vous arrivez à vous fragiliser à l'interne, parce que aucun lézard n'entre dans un mur s'il n'y a pas de fissure. Et parce que les guéguerres qu'on avait, si c'était juste ce qu'on entendait, on entendait, et on ne voyait pas, les gens vont continuer à penser que c'est une victimisation, que cette victimisation va marcher, parce qu'on va dire, oui, ce sont les autres qui le font. Mais quand on assiste même à des... avant, on parle de fautes mineures ailleurs, mais quand on assiste à des gens, à des trucs un peu médiocres, on va se dire, mais vous-même là. Quand le bilan commence par vous dire, vous-même là, ça veut dire que, puisque vous-même, c'est de l'insulte que c'est vous dire, donc, quand on regarde tout ça, et jusqu'à ce que le porte-étendard vient démissionner et qui dit, à cause des dysfonctionnements, des divergences. C'est-à-dire les raisons qui le font, qui l'ont fait partie, n'est-ce pas, c'est les divisions internes entre... Alors, Paul Arnaud Deguenon, un autre détail, on se demande, est-ce que ces élections législatives, au regard de la loi, au regard de la vérité des urnes, au regard des résultats proclamés aussi bien par la Sénat et entérinés par la Cour constitutionnelle, est-ce que ces élections n'ont pas permis de savoir finalement au niveau des partis politiques qui est qui? Oui, clairement. Et rien qu'à voir mon centre de vote,
Et je le disais ici la dernière fois que même à mon siège, il y a eu un centre de vote Oui, également. au siège de votre, De mon de média, votre Bénin Web organe. TV, Oui. oui. Et quand vous voyez les résultats, non, franchement, je pense que la Sénat a peut-être pris beaucoup de temps, mais je pense quand même que ce sont des résultats crédibles à mon sens. D'accord. Crédibles vraiment. C'est la vérité des urnes qui a été dite par la Sénat, à mon sens bien sûr. Et donc, c'est la manifestation donc, du peuple, de la population qui a été dite. Et c'est très clair, les populations, en tout cas ceux qui sont allés voter, ont donné une caution à l'UP, le renouveau, et au bloc républicain. C'est ça. Le petit bémol que je voudrais souligner, c'est que, vous voyez, quand vous prenez le parti Les Démocrates, ils étaient allés à leur première élection, ils n'ont pas demandé le financement de l'État. Oui. Non. Donc, ils sont allés à leur élection. Quand ils sont allés à l'élection, ils ont eu des gains politiques, des gains financiers. On doit le leur attribuer. C'est de ça que je voudrais leur dire. Donc, ce n'est pas la première fois qu'ils sont en train d'aller aux élections et qu'ils demandent à ce qu'on leur donne ce qui leur... Voilà, c'était juste cette clarification que je voudrais faire. Sinon, au-delà de ça, pour moi, c'est la vérité des urnes. Donc, la population béninoise a été très claire. Elle a départagé chacun et désormais, chacun sait à quoi s'en tenir. Le parti du peuple, pour l'instant, n'en est pas un. Au travers donc des résultats. De ce que nous avons. De ce que nous avons, oui. Alors, on sait désormais qui est qui après ces élections, après ces résultats. C'est un message qu'on a passé à tout chacun et chacun devrait se repositionner et savoir finalement comment se qualifier. Oui, on sait qui est qui, comme il a dit. On sait totalement qui est qui. Et puis, il faisait une précision de ce que, quand vous voyez les campagnes dans le zoo, que c'était... Oui, mais est-ce que c'est seulement dans le zoo? Parce que l'UP, le renouveau, a fait un meilleur score un peu partout au niveau des 24 circonscriptions. Il y a même une zone qu'on pouvait appeler un peu comme on dit zone imprenable, zone d'un candidat, c'est tellement même d'un candidat, c'est pas pour les élections présidentielles, mais si vous voyez le score de l'UP par rapport à ce candidat dans sa zone, malgré que je n'avais pas vu une campagne aussi forte de l'UP sur le terrain là-bas, mais quand je regarde le résultat, je dis, mais oui, comme il a dit, quand on dit le peuple, il ne faut pas faire la confusion entre le peuple d'un parti politique et le peuple béninois. Oui, le peuple béninois a fait la part des choses et a montré qui est qui. Et puis, donc, du coup, les gens vont prendre les leçons, ils vont tirer les leçons pour dire est-ce qu'il faut, est-ce qu'il ne faut pas. D'accord. Il y a les circonscriptions électorales qui étaient qualifiées comme les fiefs de l'opposition, notamment les fiefs du parti Les Démocrates, il faut dire les choses ainsi. Mais pourtant, dans ces mêmes circonscriptions électorales, les partis de la mouvance ont fait forte sensation, mettant même en position de faiblesse ce parti de l'opposition. Vous nous expliquez ça comment? Non, c'est toi, Cotonou. Moi, je m'attendais vraiment à ce que le parti de l'opposition fasse vraiment une vraie razzia, mais ce n'était pas le cas. C'est pas le cas. Parce que souvent dans les métropoles, on a toujours un message qu'on fait passer, même si la métropole expose clairement les réalisations, les grandes ambitions du régime et ses soutiens. On sent que souvent là, on a un message qu'on passe. Mais cette fois-ci, les données ont changé. Ce n'était pas le cas. Vraiment, je pense que cette élection, elle est pleine de leçons, mais vraiment beaucoup de leçons. Et ça montre une fois encore que le peuple béninois est imprévisible. D'accord. Imprévisible, franchement. Et donc, il faut vraiment prendre du recul et bien analyser un peu tout ce qui s'est passé. D'accord. Vous avez la même lecture, les fiefs dans lesquels la mouvance a fait forte sensation, alors que, ces zones se réclamaient, fiefs de ci, fiefs de ça, et quand on regarde ceci et ça, bien entendu, c'était l'opposition. Oui, et puis nous sommes unanimes sur ça. Le peuple béninois a montré que oui, il s'est choisi au moment où il faut choisir. Et donc, le vin est tiré. La seule chose que moi, je pouvais demander au pouvoir en place, parce que je ne sais pas si les membres du Sénat seront installés avant le départ ou après le départ du chef de l'État, mais que si c'est avant son départ, mais il faut que ce Sénat soit vraiment la représentation
c'est-à-dire de tout le peuple béninois, pour ne pas dire de tous les partis politiques, mais pas seulement des gens qui ont échoué aux élections du côté de moi, mais beaucoup plus, parce qu'il faut qu'il y ait quand même vraiment toutes les tendances, histoire de faire vraiment c'est-à-dire le creuset des sages, histoire de pouvoir se faire entendre. D'accord, là ce serait votre mot de conclusion. Oui, pour finir, alors on va retenir finalement que Patrice Talon a commencé donc avec un parlement monocolore et fini également avec un parlement. Non, il n'avait pas commencé par un parlement monocolore. Il est venu trouver un parlement qui n'était même pas acquis à sa cause. Non, je ne peux pas venu trouver. Je parle des élections qu'il a organisées. D'accord. Ah non, mais il n'est pas venu par les élections qu'il a organisées. Il est venu en 2016. C'est-à-dire que on va vous permettre de reformuler. Vous voulez dire sa toute première élection organisée. Oui, je parle de cette élection organisée. D'accord. Voilà, je suis d'accord. Venez trouver, il est venu en 2016, alors qu'il y avait le Parlement qui était encore en exercice. Finalement, le Parlement est venu en 2015. Qui n'était même pas acquis à sa cause. Donc, du coup, dans tous les cas, ce que je dis, vous l'avez compris. Oui. Voilà, nos dégainons, on vous aurait compris. Merci beaucoup, Delphin Gangana. Merci également. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. À 23h, vous avez la rediffusion et demain, autour de 10h30. On se retrouve à 20h en direct demain pour partager avec vous le reste de l'actualité. Allez, portez-vous bien.